Bienvenue tout le monde. Merci de nous joindre aujourd'hui. On va accorder quelques minutes pour que les gens puissent nous joindre. On va les admettre de la salle d'attente. Si vous vous joignez tout de suite et vous aimeriez accéder à l'interprétation, il y a une icône de globe sur le bas de l'écran, sur la trousse d'outils. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix si vous aimeriez écouter l'appel en français aujourd'hui. Et on va donner quelques autres instants, comme les gens nous joignent de la salle d'attente. Et pour respecter le calendrier lors du jour, on va commencer. Et comme les gens se joignent, on va leur souhaiter un bienvenue. Et si vous aimeriez écouter à l'appel en français, vous pouvez accéder à l'interprétation en bas de l'écran en sélectionnant l'icône de globe et à partir de là, choisir la langue désirée. Mais nous allons aborder tout de suite le contenu. Alors, bienvenue à notre discussion sur le financement autour du plan et processus adapté au climat, PPAC, provenant de la Fédération canadienne des municipalités. Comme nous commençons aujourd'hui, j'aimerais premièrement de reconnaître que Climat Atlantique opère dans le Canada atlantique, qui se trouve sur les terres natales non cédées et non abandonnées de plusieurs peuples autochtones, y compris le Mi'kmaq, Wolastoqey, Passamaquoddy, Anawapskoé et Abenaki, tous membres de la Confédération Wabanaki, ainsi que Beothuk, Innu et Inuit. Comme nous commençons l'appel aujourd'hui et nous réfléchissons sur les terres sur lesquelles nous nous joignons, je vous encourage de prendre un instant et si vous connaissez les terres dans lesquelles vous vous retrouvez, sentez-vous libre de vous introduire dans le chat et partager d'où vous nous joignez. Ce serait excellent. Et on va vous laisser prendre un instant de mettre ça dans le chat. Et comme on fait ça, j'aimerais aussi partager l'ordre du jour, le plan pour la session d'aujourd'hui. On va commencer avec un petit peu de contexte sur la session et par la suite, on va passer à une présentation de Agathe provenant de FMV qui va partager plus sur les plans d'adaptation, de préparation, opportunités de financement. Par la suite, nous aurons deux présentations, un sur les planifications d'adaptation et l'autre sur la gestion des actifs. Et à partir de là, nous allons sortir dans les tables de discussion. Vous pouvez choisir de vous joindre aux salles d'adaptation ou la gestion des actifs. Par la suite, vous allez les joindre pour demander des questions, avoir plus de conversations face au contenu et l'opportunité de financement des divers types de plans. Ensuite, nous allons revenir à la fin de l'appel pour d'autres questions-réponses. Et la clôture de la réunion se trouve vers 11h45 à midi, dépendamment de la quantité de questions, etc. Et avant de passer la parole à mon collègue Trevor pour donner un peu de contexte, j'aimerais aussi souligner que Climat Atlantique, on aimerait que tout le monde suive sur des lignes directrices ce matin, comme nous passons les prochaines coupelles d'heures ensemble dans cet espace virtuel, encourager tout le monde d'être respectueux, respecter les idées des autres. Nous sommes tous ici pour apprendre un peu plus. Et donc, où possible, être ouvert à la collaboration, ouvert à l'apprentissage et demander des questions. Sentez-vous libre de participer au niveau que vous êtes confortable, prendre des pauses quand ça, vous en avez demandé. Rester le caméra allumée ou fermée, ce qui vous semble le mieux, et prendre soin de vous dans cet espace comme on passe à travers de cet appel et cette opportunité d'apprentissage. Alors avec ça, je vais passer la parole à Trevor pour nous donner un peu de contexte sur pourquoi on est ici aujourd'hui et comment nous allons soutenir ces appels de financement. Et on passe à Trevor. Merci, Anna. Alors, mon nom, c'est Trevor. Je suis le coordinateur de résilience municipale avec Climat Atlantique. Alors, la participation dans l'atelier d'aujourd'hui est censée être à bas barrière et sans coût.
grâce au financement du Fédération des municipalités canadiennes. Clim Atlantique est parmi 13 projets financés à travers du Canada Atlantique. Pendant cette première prise en charge de cette voie de financement, parmi 6 organisations qui sont financées à travers de cette voie de financement de partenaires. Alors, sur le climatique, nous sommes 6 pour supporter non seulement les communautés et municipalités, mais aussi les organisations à travers de le Canada Atlantique, incluant les organisations à but non lucratif ou même les individus qui ont besoin de savoir où commencer avec des informations d'adaptation gratuites et accessibles. Et le point de départ pour ceci, c'est de se rendre à notre site web, soumettre une demande d'aide. Alors, en termes de services, Climatantique fournit de nombreux services qui peuvent à la fois supporter des municipalités, des communautés, des organisations non lucratives, ainsi que des résidents au travers du Canada Atlantique. Ces services peuvent porter de soumettre une question à notre bureau d'aide jusqu'à avoir la tête à tête avec un de nos spécialistes provinciaux pour travailler avec vous directement. Nous avons aussi des programmes et on va en référer à la fin de cette session aujourd'hui. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà ARC. On peut aussi en tirer part de nos nombreux collaborateurs et nos partenaires de livraison, les agences, au niveau national aussi. Alors, nous savons tous que accéder à des sources de financement à long terme dédiées pour l'adaptation est crucial. La première session dans la série, on avait un atelier de financement et dans cette session, nous avons fourni un support pour identifier et naviguer les financements à tiers parties et nous avons fourni des exemples à comment tirer part des partenaires et des services pour soumettre votre application à la date d'échéance. La deuxième session, nous avions Charlene de FCM, ils ont couvert les détails par rapport à Greening Canada's Community Canopies et l'adaptation en action. Et cette semaine, nous allons discuter une nouvelle voie de financement qui a été donnée par FCM. Alors, chaque grand projet commence avec un plan et les communautés peuvent accéder au financement pour développer ou mettre à jour leur évaluation des risques climatiques ou leur plan d'adaptation. Nous avons Agathe de FCM qui va présenter sur euh, les occasions pour la finance action climatique. Il y aura aussi des opportunités d'apprendre des sujets clés lorsqu'on crée un projet et on fait notre application ou comment vraiment inspirer un projet si vous n'êtes pas certain ou député pour avoir le soutien dont vous en avez besoin. Un rappel aussi que le financeur va venir après la session pour demander des questions. Vous aurez la chance après les salles de rencontre pour demander les questions. Alors, on va passer la parole à Agathe. Bon, merci beaucoup, Trevor. C'est génial de rencontrer tout le monde sur l'appel. Mon nom, c'est Agathe et je suis l'aviseur de connexion et je travaille sur deux différentes voies de financement qui se trouvent sous le financier d'action climatique. C'est comme un programme de pieuvre. Il y a beaucoup de différentes ramifications sous ce programme et on va en parler dans quelques instants. Ici, je voulais juste remercier Clim Atlantique pour nous donner l'opportunité de venir présenter et en parler un peu plus de financement pour les plans d'adaptation et de préparation climatique. Et je vous parle des territoires non cédés algonquins. Je suis situé dans la petite municipalité de Notre-Dame-du-Lot à Québec. Et s'il y a des francophones ici, vous préférez parler en français, demandez vos questions en français, vous avez l'option d'y faire. Et ceci, ça va être un peu rapide, un survol rapide. Et comme les gens des climatiques ont mentionné, je vais rester sur l'appel pour prendre vos questions après cette survol rapide des plans processus adaptés au climat. Ensuite, je vais retourner sur l'appel plus tard dans la session pour adresser des questions qui pourraient arriver plus tard.
Et comme je disais, le plan et processus adaptés au climat, c'est un peu un pieuvre. Il y a différentes ramifications qui se retrouvent sous cette source de financement. Et celui qu'on va regarder aujourd'hui s'intitule les plans et processus adaptés au climat. Et on est en la prise en charge active en ce moment. C'est ouvert hier, en fait. Et on va fermer les applications le 16 septembre. Et comme Trevor a mentionné, Charlene était ici et elle parlait d'adaptation en action quelques semaines passées, ou peut-être la semaine passée. Le temps s'écoule rapidement. Alors oui, aujourd'hui, la session d'aujourd'hui va se concentrer sur les PPAC, alors les plans et processus adaptés au climat. Et avant d'y aborder et plonger plus profondément dans les détails de cette offre de financement, je voulais juste prendre un instant pour établir les attentes autour de cette source de financement. Alors, nous avons reçu beaucoup de volume, beaucoup d'applications dans la première prise en charge qui était l'année passée et beaucoup d'intérêt provenant du Canada Atlantique qui est excellent. Et on anticipe un niveau similaire d'intérêt dans cette ronde au travers du Canada. Alors, il y aura de financement limité de disponible et on doit considérer différentes choses lorsqu'on alloue et on soutient les projets. Et c'est une balance régionale qui devrait être considérée et je voulais juste mettre ça à l'avant. Pour ce voie de financement, il y aura des ressources limitées. Et c'est quoi ce voie de financement? Que peut-on supporter à travers des plans et processus adaptés au climat? Mais ça, cette voie spécifique, c'est censé de supporter les municipalités en créant des documents de base qui vont leur aider à comprendre quels sont leurs risques climatiques uniques à eux. Ça peut paraître comme créer un plan d'adaptation climatique ou une évaluation de risques climatiques. Alors, c'est vraiment ces documents de base, de fondation qui vont aider votre municipalité à être mieux préparée pour affronter les changements climatiques. Les deux autres voies que vous voyez en bas, il y en a une fois que votre communauté a fini votre plan d'adaptation ou l'évaluation de risque. C'est votre point de départ pour accéder aux autres sources de financement pour des projets capitaux sous l'adaptation en action. Cette voie est vraiment pour soutenir les municipalités avec les activités pieds sur terre qui vont réduire les risques climatiques. Et la dernière, on va pas trop l'aborder aujourd'hui, mais financer l'adaptation, ça regarde à de nouveaux modèles de financement pour l'adaptation climatique. Bon, alors, abordons ce qu'on peut supporter à travers du plan et processus adaptés au climat. Il y a un petit délai sur les diapos. Donnez-moi juste un instant pour changer le diapositive. Parfait. Alors, essentiellement, il y a trois différents CIO ou types de projets qu'on est en position de supporter sous les plans d'adaptation et de planification. Le premier, c'est tout ce qui a à faire avec l'évaluation de risques. Alors, les risques, les évaluations de risques climatiques. La deuxième, c'est développer un plan d'adaptation. Et ce troisième CIO, il semble peut-être un peu étrange, c'est l'intégration des systèmes. Et ce qu'on veut dire ici, c'est que si votre projet n'est pas une évaluation de risque ou planification d'adaptation, ça va se retrouver dans le troisième saut, qui essentiellement c'est l'intégration de l'adaptation climatique dans un plan municipal ou un processus municipal qui existe déjà. Alors, par exemple, ça pourrait sembler comme la mise à jour des stratégies financières et les pratiques budgétaires pour prendre en compte les coûts d'impact climatique. Alors, c'est vraiment des projets qui commencent ou se construisent à partir de vos plans d'adaptation et incorporer une perspective d'adaptation dans vos systèmes existants municipaux. Alors ça, c'est vraiment les trois types de projets qu'on peut supporter: évaluation des risques, planification de l'adaptation ou intégrer l'adaptation climatique dans une de vos processus municipaux existants.
Alors, passons à la prochaine. Excellent. Et quel type de financement est disponible sous cette voie? On peut supporter ou soutenir les municipalités avec un montant maximal de 70 000. Alors, à moins que vous êtes une grande ville, alors par exemple la ville de Halifax, à ce moment-là, ce serait 105 000 dollars. Mais dépendamment de la taille de votre population, alors la majorité des communautés se retrouveraient sous 50 000 et donc ce serait 70 000. Ça, c'est la contribution maximale de GMF. C'est 70 000 à votre projet. Et nous allons regarder un peu plus ici, ou peut-être on va poser ici pour dire que le partage de coûts, c'est 60%. Et ça peut être augmenté jusqu'à 100%, dépendamment de la taille du projet. Ici, il atteint différents cibles stratégiques qu'on va regarder sous peu. Alors, que peut-on payer avec le 70 000? Et qu'est-ce que ça peut aller envers? Ça peut soutenir le temps de travail pour les activités éligibles du projet, pour le personnel. Si vous regardez à travailler avec ou embaucher des experts techniques pour travailler sur le projet, que ce soit un consultant ou une organisation de non lucratif ou tous ceux qui ont les compétences nécessaires pour avancer le projet, euh, ils peuvent être des coûts éligibles s'ils sont attachés à une activité éligible du projet. Ça peut aussi aller envers l'achat de logiciels qui sont reliés directement au projet. Par exemple, si vous avez besoin de GIS, des logiciels GIS pour la cartographie, la seule demande, c'est que ça soit attaché au projet et ça peut être éligible. Il y a quand même un montant maximal que je peux trouver si vous avez besoin du chiffre, si vous êtes curieux de savoir ce montant. Parfait. Je ne sais pas si c'est moi qui change les diapos ou Caitlin, mais c'est parfait, merci. Alors, j'ai mentionné brièvement par rapport aux 60% du coût de base de partage de coûts qui pourrait être augmenté jusqu'à 100%. Et ceci, c'est déterminé par différents incitatifs. Tous ces incitatifs on peut les ajouter. Alors, ça veut dire que le projet peut être financé en entier et c'est juste des fonds de subvention. Alors, si vous êtes familier avec le GMF, la majorité de nos autres voies de financement sont un mélange de prêts et de subventions. Alors, pour des leaderships locaux d'adaptation, c'est des subventions seulement. Alors, il n'y a pas de composante de prêt qui est attachée. Alors, dépendamment de la structure du projet, ça pourrait être financé à 100%. Alors, quels sont ces incitatifs? Le premier, c'est la taille de la population. Alors, il y a un peu une portée ici qui peut aller de 5 à 20%, qui augmente le partage de coûts basé sur la taille de population. Ensuite, il y a un incitatif de 5% qui est attaché à une collaboration pour les projets qui auront une collaboration entre municipalités ou avec une communauté autochtone qui collabore sur le projet. Ça va vous rendre éligible pour un autre 5%. Et enfin, le dernier 15%, c'est pour des projets qui abordent de manière significative la réconciliation, la lutte contre le racisme, l'équité et l'inclusion. Alors, ça, c'est les partages de coûts additionnels que vous pourriez accéder dépendamment de la structure de votre projet. Juste prendre un instant ici pour vous donner un survol de quels sont les éléments que vous devriez soumettre comme partie de votre application. Alors, encore une fois, c'est un peu différent avec les plans d'adaptation. La voie de financement, c'est qu'il n'y a pas de pré-application.
Vous allez directement à la phase d'application complète et il n'y a pas de comme processus à deux étapes. Comme est le cas avec la majorité des financements de GMF, vous aurez une pré-application, ensuite une application. Pour les plans et processus d'adaptation climatique, c'est une application simple. Alors, il y a quelques aspects de cette application que vous devriez soumettre comme faisant partie de l'application complète. La première étant l'outil d'évaluation de CRC, qui essentiellement va vous aider. Ça fait partie d'une cartographie ou une partie évaluatrice qui va vous aider à évaluer où vous vous retrouvez dans votre plan d'adaptation. Et l'autre élément à soumettre, c'est le formulaire d'application, c'est pas mal standard, ainsi que le livret de travail, qui est essentiellement le budget. On va vouloir voir où se trouvent vos dépenses et à quelle activité ils sont attachés, ainsi que les documents supportifs qui vont varier dépendamment qui est l'applicant en chef. Si c'est une municipalité, ça va être différent, les documents requis face à une organisation à but non lucratif qui applique en partenariat avec une municipalité. Et en tout cas, tout projet qui sont soumis, ça doit être fait en partenariat avec un gouvernement local. Une astuce ici que j'adorerais que vous gardiez en tête ou que vous en sortez de la présentation d'aujourd'hui, c'est que je vous recommande fortement de compléter l'évaluation, d'outils d'évaluation comme la première étape. Une fois que c'est complété, ça va vous aider à informer le contenu de l'application, quel type d'activité qui se trouve dans le livret de travail. Alors, ces trois documents, l'outil d'évaluation, le formulaire d'application ainsi que le livret de travail, ils vont de main en main. Alors, ils devraient être alignés, les trois. Ce qui est démontré dans l'outil d'évaluation devrait être inséré dans le formulaire d'application ainsi que les activités dans le livret de travail. Alors, les trois documents se convergent et sont alignés. Alors, je recommande fortement que vous commencez avec l'outil d'évaluation de CRC et partir de ce point-là. Aussi, des défis communs que je veux juste prendre un instant pour mettre en relief ici et souligner parce que nous avons déjà eu l'expérience de passer à travers d'une ronde pour les plans et préparations. On a vu quelques difficultés rencontrées assez de façon commune. Le premier, c'est les formulaires d'application étant incomplets ou imprécis. C'est pas mal direct. Alors, assurez-vous que vos applications sont bien remplies et aussi prendre avantage de limite de caractère dans chaque caractère et être aussi précis que possible. Expliquer le projet à quelqu'un qui aurait peut-être jamais entendu parler de ce projet, qui ne connaît pas le contexte, les contextes uniques sous lesquels vous opérez. Alors vraiment, dites-nous l'histoire derrière le projet et soyez aussi spécifique que possible. Nous avons aussi vu ceci. Il y a une section dans le formulaire d'application sur engagement inclusif qui est spécifique au projet. Cette section a été un peu faible dans pas mal toutes les applications que nous avons reçues. Alors, prendre le temps de vraiment parler et référer à quelles pratiques d'engagement inclusif et qu'est-ce qu'elles sont, et les rendre spécifiques. Illustrer les bénéfices face aux communautés qui méritent l'équité. Certaines applications ont comme mis juste un énoncé général que ça les rend bénéfices à toute la communauté, mais c'est pas assez précis. Ils veulent savoir quelles communautés vont dériver des bénéfices. Et au-delà des consultations qui auront lieu avec les communautés méritant l'équité, quels sont les impacts une fois que le projet est complété? Quels seront l'historique du projet? Et on veut savoir ces items spécifiques. Et j'ai été terrible à gérer le temps. Je pense que j'ai 2 diapos qui me restent. J'espère que j'ai pas dépassé ma limite. Mais j'en ai seulement 2 de reste. Et après, je serai content de prendre des questions. Bon, il y a beaucoup d'informations sur cette diapositive. Essentiellement, ce que je voulais mentionner ici, c'est notre excellente équipe de développement de capacité ont développé
plusieurs ressources pour vous aider à naviguer le financement, la voie de financement et vous aider à entreprendre ce travail d'adaptation climatique. Nous allons tous être à différentes phases et il y a beaucoup de ressources qui ont été lancées, des volets qui sont prêts à utiliser, consulter, référer. Et une d'entre eux que je voulais prendre juste un instant pour souligner, c'est une feuille d'astuce qui a été lancée récemment pour vous aider à vous guider face aux étapes à prendre si vous n'avez pas d'évaluation de risque climatique ou un plan d'adaptation. Souvent, c'est une question que j'entends souvent euh, dans mon travail. Je travaille avec les municipalités au travers du Canada pour leur aider à mieux comprendre nos financements, naviguer les offres et préparer le meilleur projet possible. Et souvent, je reçois la question où commence-je avec ce projet? Et je sais que Climatantique ont plusieurs excellentes ressources. Alors, je vous encourage de prendre un instant et les regarder, utiliser ces ressources. Et ces ressources en particulier qui a été développée par notre équipe va vous aider à réfléchir face aux questions fondamentales pour préparer votre évaluation de risque. Des choses telles que quelle devrait être la portée de l'évaluation de risque ou plan d'adaptation, quel type d'information ai-je besoin et comment puis-je trouver les gens qui peuvent me soutenir, qui ont les bonnes compétences pour aborder ce travail et quelles ressources vont m'aider à accomplir ces travaux. Et je vous encourage fortement d'aller et utiliser la feuille d'astuce et en prendre avantage des ressources disponibles comme Climatantique. Et c'est tout pour moi. Je vais vous montrer ici sur l'écran nos connexions, le site web, si vous voulez regarder de façon plus approfondie nos offres de financement. Vous allez trouver le guide d'application aussi. Il y a aussi une, une vérification de préparation. Si vous êtes prêt, ça vous aide à évaluer. Ça vous aide à évaluer si vous êtes en position d'appliquer. Vous avez tous les préalables. Vous avez aussi l'adresse courriel, numéro de téléphone. Et je vais aussi mettre ces informations dans le chat, le lien pour réserver des appels face à face avec nos personnels de connexion, de liaison. C'est pour vous aider à vraiment élaborer les idées, demander des questions, vous assurer que ça se retrouve dans la portée de ce qui peut être supporté par les initiatives de financement. Alors, je vais mettre ça dans le chat sous peu. Et oui, encore une fois, juste vous rappeler que il y a beaucoup d'excellentes ressources de disponibles pour vous soutenir dans ce travail. Excellent. Merci beaucoup, Agathe. Et en termes de temps, nous avons beaucoup de temps aujourd'hui. J'avais juste une question pour commencer la question-réponse. Avant, ayant développé des plans d'adaptation pour des municipalités moi-même, que dirais-tu à propos de planifier autour de l'engagement et que paraîtrait l'engagement et comment on va faire la pesanteur ou attribuer une valeur à l'engagement? Non, c'est une excellente question et je voulais juste, je ne sais pas si je peux partager mon écran, mais une excellente morceau d'information pour répondre un peu à ta question tout de suite. C'est dans notre application, le guide d'application. Je vais référer la section spécifique, mais il se retrouve une évaluation comme une matrice. Je ne sais pas le terme exact, mais c'est comme une matrice et ça va vous dire pour chaque section comment les processus sont évalués. Et donc, je vous encouragerais, comme vous créez votre projet, de regarder à cette matrice et savoir comment votre application va être évaluée face à cette matrice d'évaluation. Et l'aspect d'engagement fait partie de l'évaluation. Alors, ça serait ma première astuce face à ça. Ce serait d'avoir cette matrice d'ouvert comme vous formez l'application pour s'assurer que vous avez tous les éléments requis pour s'assurer que vous avez un projet avec une grande possibilité de se faire accepter et approuver. Et je pense qu'il y avait deux questions dans cette question, Trevor. Je suis pas sûr, je les ai adressées les deux. Alors, c'est une bonne astuce. L'engagement est si important, particulièrement
que tu as mentionné l'équité aussi, et s'assurer que les bons gens sont engagés pour le développement des plans. Nous avons aussi une question provenant de ce père. Euh, Pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer, est-ce que les communautés non incorporées, ceux qui se trouvent pas sous la parapluie des municipalités, qui sont représentés par leurs services districts leurs services locaux, sont éligibles ceux qui ont des ententes de services avec leurs municipalités voisinantes? Oui, on peut adresser ça. C'est une bonne question. Alors, des municipalités non incorporées qui ont une entente de service avec une municipalité. Je crois que oui, parce que généralement, s'il y a une entente de service avec une municipalité, c'est excellent, c'est correct, mais c'est mieux si c'est correct. J'aimerais juste vérifier et m'assurer que je vous induis pas en erreur. Je pense que oui, que ce serait acceptable, mais je veux juste m'assurer. Et peut-être comme faisant partie, je ne sais pas si vous envoyez une récapitulation ou les diapos par après, peut-être qu'on pourrait inclure juste une petite ligne sur ça, un PVI, et peut-être toutes autres questions que on va vouloir vérifier. Mais c'est une bonne question. Je pense que oui, mais je vais vérifier pour faire sûr. Excellent. A-t-on d'autres questions dans le chat? On a quelques minutes de reste. Tu avais mentionné ceci, mais ça vaut la peine de répéter. Alors, pour le coup de développer l'application, ça peut être inclus lorsqu'on soumet l'application. Alors, si vous avez rencontré un consultant, ça peut être inclus. Et il y a la deuxième partie. A-t-on besoin d'un plan d'adaptation pour appliquer pour l'adaptation en action, la voie de mise en œuvre? Alors oui, c'est des excellentes questions, excellents commentaires, excellentes questions. Je veux juste revenir à ton commentaire parce que c'en est une excellente. Et je crois pas que je pense pas que je l'ai référé, mais vous pouvez avoir jusqu'à 5000 comme faisant partie de la phase applicative. Alors, en écrivant l'application. Tous les coûts pour 90 jours avant la soumission de l'application qui sont reliés directement à la composition de l'application. Ça peut être dans l'application et on peut réclamer jusqu'à 5000. Alors oui, excellente question. Merci, Trevor. Et l'autre aspect pour l'adaptation en action. Alors oui, pour être en mesure d'être éligible pour l'adaptation en action, cette voie qui est la voie pour supporter des projets capitaux, ils vont réduire des risques climatiques. Vous devriez avoir complété une stratégie ou évaluation d'adaptation pour être éligible pour la mise en œuvre. Une chose que je veux prendre le temps de mentionner ici, et par exemple, si votre communauté n'ont pas déjà complété un plan d'adaptation climatique ou une évaluation de risque, vous êtes une petite communauté, mais votre région, disons que votre municipalité régionale n'ont complété une, vous pouvez y référer par votre municipalité régionale et par la suite cocher cette case d'éligibilité et passer directement au projet capitaux. Ma recommandation pour vous avant d'entreprendre ce travail de planification, c'est toujours utile de le faire, mais s'il y a déjà du travail effectué au niveau régional, vous pourriez en tirer part de ce travail et passer directement à accesser les financements pour l'adaptation en action. Alors ici, il y a une planification qui a été faite au niveau régional. Vous pouvez en tirer part. Excellent. Oh, excusez, je vais juste aller dans le chat. J'ai dit que j'allais donner le lien pour les rencontres tête à tête. Moi, je voulais pas te couper la parole. Je regardais juste le chat. On voit ici que Stéphanie, étant donné la taille de la province, est-ce qu'une évaluation de risque effectuée au niveau provincial peut compter? Et je veux dire pour l'île du Prince-Édouard, c'est une bonne question. Ce serait évalué cas par cas. Alors, Stéphanie, si tu as
une municipalité en tête ou gouvernement local en tête, je vous suggérais de peut-être contacter, et encore une fois, je vais mettre mon courriel dans le chat, mais on va devoir regarder cas par cas, juste parce qu'il varie tellement de cas par cas au travers du pays en termes de spécifications et en termes de s'il représente adéquatement les priorités communautaires ou locales. Alors, je dirais que ça dépend. On peut le regarder. Je serais contente de le discuter plus avec toi plus tard. Mais l'élément qu'on recherche, c'est que ça reflète ou que ça tient en compte le risque climatique de la communauté. Alors, si c'est quelque chose qui a été effectué au niveau provincial, mais il y avait une consultation approfondie avec les communautés et une évaluation de risques et les risques auxquels ils font face a été capté dans ce document, il serait possible d'avoir une voie pour y accéder, le financement. Je vois, nous avons la main levée à quelqu'un. Matt, vas-y, Matt. Merci. Bonjour encore, Agathe. Je suis désolé si j'ai manqué ceci, j'étais distrait pour un moment, mais si tu l'aurais pas dit, ce serait utile de peut-être en parler. Le voie de plan et préparation. Étant donné que c'est un programme multiple année, le nombre de fois que les gens peuvent l'accéder, dépendamment de la population, tu l'as fait, oui. Le maximum montant de fois qu'on peut appliquer? Excellente question. Non, j'ai pas touché à ça, t'as rien manqué. J'ai pas touché à ça en tout, mais c'est une excellente question. J'adore des questions par rapport à ça parce que c'est une bonne opportunité de discuter des différents points. Pour le CRPP, il y a une limite de une application par communauté, par, par municipalité qui applique sur le projet. Alors, si vous menez le projet, votre municipalité n'aura aucune opportunité à accéder à ce financement. Si, par exemple, vous soumettez une application ensemble et la première fois, vous n'avez pas de succès, vous pouvez ensuite resoumettre jusqu'à ce que vous êtes accepté. Mais pour PPAC, peut-être je vais juste aller de retour pour un visuel, là, jusqu'au début ici. Alors, pour PPAC, le premier sur l'écran avec le thermomètre ici, un projet par municipalité, en chef. Pour adaptation en action, ça c'est la voie des projets capitaux. Celle-là, c'est un peu plus complexe, on va dire. C'est spécial, dans le sens que le maximal nombre de projets est basé sur la taille de population. Alors, par exemple, une étude de faisabilité et un projet de mise en œuvre pour, disons, je vais vérifier, je pense que c'est en moins de 50 000. En bas de 50 000, une étude de faisabilité et un projet de mise en œuvre. Pour des communautés ayant plus que 50 000 de population, ce serait deux projets et deux études de faisabilité. Bonne question, merci de l'avoir demandé. J'ai une dernière question. J'ai manqué dans le chat. Et on a peut-être référé tantôt sur l'aspect d'inclusivité et l'engagement. Une des PPAC, une des exemples, c'est une stratégie de réconciliation des plans et des initiatives. Est-ce que tu peux, s'il vous plaît, élaborer sur un exemple d'une stratégie de réconciliation? Comment le plan ou application ont-ils démontré une réconciliation importante? Et peux-tu en parler plus sur cet aspect? Oui, certainement. Alors, je crois que ce qui est important à noter ici, c'est que je peux voir si j'aurais un exemple spécifique à partager comme un suivi. Mais je pense que l'aspect qui est important ici, c'est que lorsque vous pensez à ces grands documents en termes de préparer votre municipalité pour adapter aux changements climatiques, comment peut-on, en pensant à où la réconciliation peut s'intégrer et intégrer la perspective de réconciliation dans votre document, et comment peut-on y faire en collaboration avec les communautés autochtones et comment vont-ils comment
on utilise, comment on accepte leur influence? Est-ce qu'ils font partie de la formation du projet? Quels sont les livrables et comment ça affecte les communautés de réconciliation? J'aurais peut-être un exemple ou un cas d'étude que je pourrais partager par après, mais je dirais que vraiment, le perspective qu'on cherche ici pour la planification et faire un processus adapté au climat, c'est réfléchir à dans quel espace travaillez-vous pour les communautés méritant l'équité dans vos mécanismes de planification? J'espère que ça répond à ta question. Non, c'est une excellente réponse. Lorsqu'on a effectué le plan d'adaptation en Manitoba, ça a été fait par un comité dirigeur et on avait tout un pilier de réconciliation dans le plan d'adaptation. C'est définitivement possible et avoir une bonne stratégie d'engagement pour le développement du plan s'avérait utile avec ça aussi. Alors, je vais introduire les deux prochains présenteurs que nous avons ce matin pour les salles de rencontre. Alors, nous avons Jenna, qui est notre spécialiste provinciale avec la province du Nouveau-Brunswick, ainsi qu'elle travaille avec Climat Atlantique. Eux vont présenter sur des plans d'adaptation. Et nous avons aussi Matt, et Matt est avec le réseau AIM. Et comme Agathe a mentionné, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un plan d'adaptation unique pour cette voie de financement. Vous aurez peut-être des plans intégrés et Matt va parler un peu plus d'intégrer une perspective de climat sur la gestion des actifs, un plan de gestion des actifs. Et il y a beaucoup d'informations que vous allez avoir ici si vous pour cette présentation aussi. Et le travail que Jenna a fait au Nouveau-Brunswick, encore beaucoup d'informations là-dessus aussi. Alors, je vais passer la parole à Jenna. Merci, Trevor. Je vais juste attendre juste une petite minute pour que les diapositives reviennent. Merci, Caitlin. J'apprécie ça. Je t'apprécie. Alors, premièrement, je voulais juste discuter un peu qu'est-ce qu'un plan d'adaptation et quoi en élaborer. S'ils n'ont pas déjà un, à l'addition de ce qui a déjà été discuté avec Agathe. Alors, en général, un plan d'adaptation, c'est un document ou un plan à l'échelle communautaire qui souligne des actions qui peuvent être entreprises à l'échelle communautaire pour mieux se préparer et s'ajuster aux impacts climatiques. Et ceci, c'est en fonction des risques identifiés ainsi que des vulnérabilités dans votre communauté. Alors, ceci, ça pourrait être discuter des différents impacts qu'on pourrait ressentir, comme si vous êtes une communauté côtière, comment gérer l'érosion ou les inondations dans certains lieux, basés sur les lieux qui ont été identifiés comme étant à risque ou vulnérables. Et une raison pourquoi vous aimeriez peut-être avoir un plan d'adaptation dans votre communauté, non seulement pour que vous puissiez appliquer pour des fonds d'adaptation en action et la mise en œuvre, mais en général, juste avoir un plan d'adaptation et juste être au courant de vos risques et vos vulnérabilités et ce que vous pouvez faire pour y adapter ou pour gérer et mieux se préparer pour ces derniers, c'est que ça peut vous aider dans le futur de réduire et minimiser les dommages qui auront lieu dus aux impacts climatiques et en général être prêt, préparé et prendre des actions d'adaptation peut vraiment vous épargner beaucoup d'argent euh, dans l'avenir. Et en général, basé sur une étude canadienne, chaque dollar qui est dépensé sur l'adaptation et préparé pour les impacts climatiques à l'avance peut sauver 13 à 15 dollars dans des coûts additionnels du futur quand ces impacts auront lieu. Alors, si vous êtes capable de vraiment identifier ces risques et trouver les meilleures façons de se préparer, vous pouvez minimiser les dommages dans l'avenir et augmenter la résilience communautaire. Si vous savez ce qui reste à venir, vous pouvez être mieux préparé et vous pouvez accéder les financements d'adaptation en action pour la mise en œuvre de certaines actions
qui apparaissent dans votre plan. Alors, comment peut-on créer un plan d'adaptation? Voici les étapes à suivre. La première d'entre eux, c'est certainement obtenir ou appliquer aux résilience climatique, le fonds pour les plans et procédures à travers de FMB. Et comme faisant partie de ce processus, vous serez requis d'avoir l'accord du conseil municipal dans le cadre du processus de demande de financement, euh, avoir une résolution du conseil inclus dans l'application ou tout de suite après l'application. Généralement, lorsque vous créez un plan d'adaptation, vous allez créer un comité directeur qui va travailler ensemble sur le plan et c'est pas requis que vous embauchez un consultant pour rédiger le plan pour vous et entreprendre l'évaluation de risque pour vous, mais c'est fortement recommandé, c'est une option. Et il se peut que peut-être vous avez déjà un consultant avec lequel vous travaillez fréquemment que vous voulez embaucher, ou vous pouvez lancer un appel d'offres. C'est une option donc d'embaucher un consultant et ce serait fait une fois que vous avez identifié qui va travailler sur le projet, votre équipe, c'est-à-dire. Une fois que vous avez choisi et engagé un consultant et créé le comité directeur, la première étape serait une évaluation de risque. Évaluer les risques à votre communauté. A-t-on des plaines d'inondation, des zones basses qui sont plus susceptibles ou sont près des terres humides qui sont plus propices d'être inondées? Ah, il y a quelqu'un qui parle. Et au sein de l'évaluation de risque, vous allez regarder à divers risques. L'inondation, les feux de forêt, l'impact aux chaleurs, dû à la chaleur, les vents élevés, des tempêtes plus importantes, des orages importants, et regarder aux impacts dans divers secteurs, incluant les mesures d'urgence, santé et aux individus dans votre communauté. Utiliser une perspective d'équité. Et pendant ce processus, vous allez consulter le public et différents partenaires au sein de votre comité directeur. Et à la fin, lorsque vous avez créé un plan que le comité directeur approuve, ça va être présenté de façon publique aux citoyens et au conseil. Et si satisfaisant, à la fin, le plan sera adopté par le conseil. Et c'est quoi un comité directeur? C'est le groupe de gens qui vont prendre la charge, prendre le rôle de créer le plan d'adaptation, fournir du rétro ainsi que des idées au travers du processus pour former le contenu. On peut s'assurer que ça touche votre communauté. C'est ceux qui sont plus au courant des zones qui ont inondé ou les routes d'évacuation où ils se retrouveraient. Les membres du comité directeur participeront au processus d'engagement pour parler au public et vont fournir des commentaires à l'équipe qui va rédiger le plan avant que ce soit finalisé. Alors, certainement, les gens qui devraient faire partie du comité directeur incluraient des personnels municipaux clés, ceux qui appliquent, en fait, pour le financement. Et c'est peut-être au- comme la DG de la communauté, la greffière, peut-être, le chef des travaux publics, peut-être le prévôt d'incendie et peut-être tous autres agents de gestion de réponse d'urgence. Euh, peut-être quelqu'un des services de santé et un planificateur au sein de la communauté ou l'autorité de planification pour la communauté. Un autre membre de personnel clé serait peut-être un environnementaliste. Et vous pouvez aussi inclure le soutien des organisations à but non lucratif locales, des recherchistes, des académiques dans la région ou ceux qui travaillent dans la région.
aussi certainement les communautés autochtones. Aussi, on peut inclure les membres du public qui sont des champions locaux pour les actions climatiques. Et les membres des communautés méritant l'équité, alors que vous tenez en compte toutes les différentes perspectives. Et en dernier, ce qu'il faut inclure dans un plan d'adaptation, comme j'ai mentionné, la première étape, c'est d'entreprendre une évaluation des risques à l'échelle communautaire pour vraiment identifier les risques dans votre communauté. Ensuite, lister des priorités et mesures d'adaptation pour se préparer pour ces risques identifiés. Ceci pourrait être à n'importe quelle échelle. Des projets d'infrastructure qui pourraient être requises ou même une toute petite affaire comme peut-être votre communauté ont déjà identifié un, un immeuble qui pourrait être un centre de réchauffement ou de refroidissement, ou peut-être vous l'avez seulement désigné comme centre de réchauffement dans les mois d'hiver en cas de panne, mais il se peut que vous avez besoin d'identifier un centre de refroidissement pour les journées extrêmement chaudes pour ceux qui n'ont pas d'air climatisé. Et en dernier, en plus de quelles priorités et quelles options existent, il devrait avoir au sein du plan des idées pour la mise en œuvre de ces plans et comment surveiller la mise en œuvre de ces plans d'adaptation. Et en général, ça, c'est le survol des plans d'adaptation de changement climatique. Merci beaucoup. Excellent. Nous avons maintenant Matt de l'Orme et il va nous parler un peu du perspective des plans d'adaptation. Après ceci, nous allons prendre des discussions séparées après les présentations. Alors, vous pouvez suivre chaque discussion des points que vous auriez ou même on aura une période de questions à la fin aussi. Bon, merci beaucoup, Trevor. Alors, je suis Matt Delorme. Je suis le DG du réseau de gestion des actifs d'infrastructure. Je vais y aller rapidement faire un survol pour tous ceux qui se sont joints à l'appel, qui sont pas familiers à AIM. Nous sommes à but non lucratif pour supporter les gouvernements locaux dans leur planification de services à long terme, principalement avec la planification d'infrastructures. On travaille à travers des provinces atlantiques et nous avons d'autres communautés avec lesquelles on travaille au travers du Canada, mais on se concentre sur le Canada de l'Atlantique, les provinces atlantiques et les diverses manières qu'on supporte les communautés. Il y a diverses manières. Et je travaille principalement avec AIM pour les dernières 5 ans, 3 ans parmi ça comme DG en développement des programmes techniques. Avant ça, et par la suite, pour les 20 ans qui précèdent ça, j'étais un ingénieur civil qui travaillait sur des projets d'infrastructure, incluant travailler autour des adaptations climatiques. Et avant d'aborder la présentation comme telle, je vais juste vous lancer une vérité inconfortable. Nous, on travaille avec des communautés avec le programme de MAP en regardant l'état d'infrastructure et la planification à long terme autour des infrastructures vieillissantes. Et à partir de 2018, on a commencé à intégrer la question du climat. Et maintenant aussi, il y a vraiment une concentration sur la préparation climatique de l'infrastructure. Et ce que vous allez trouver si vous commencez à creuser dans ces choses, c'est qu'il n'y a pas assez de financement pour faire toutes les choses qui doivent être faites. Si on regarde simplement, on avait un certain niveau de service dans le passé et on veut le garder et intégrer les questions climatiques dans notre infrastructure vieillissante, il n'y a pas assez de temps, de ressources ou d'argent pour supporter ceci. Et on aime commencer avec ça parce que ces programmes sont vraiment utiles pour vous aider à naviguer ce fait, mais c'est une erreur d'y rentrer en pensant que ça va tout financer nos problèmes et tout les faire disparaître. Nous sommes tous en train de vivre dans cette situation
possiblement négative. Et comme on a géré l'infrastructure au cours des 100 dernières années, il ne marchera pas pour les prochaines 100 années. Et ça va sonner un peu déprimant, mais j'aime le dire en premier lieu. Et maintenant, je vais aborder comment ces programmes peuvent vous aider à naviguer ces défis et vous aider à vous passer aux nouvelles opportunités dans l'âge moderne. J'ai quelques diapos ici qui sont des introductions à la gestion des actifs pour nous mener à comment le climat va s'intégrer là-dedans. J'ai pris un regard dans les participants. J'ai beaucoup de visages familiers, alors je vais pas trop répéter les mêmes choses, mais je vais dire, je vois ça, mon message dans le chat, alors mes informations de contact. Parfois, c'est plus rapide de contacter info lorsque ma boîte de courriel est remplie, parce que là, l'équipe au complet peut l'accéder pour voir si vous avez des questions. Le site web est là et un lien à notre conférence. Alors, si je touche quelque chose trop rapidement ici et vous avez des questions ou vous voulez savoir comment avoir plus de soutien, sentez-vous libre de me contacter ou le réseau AIM et on serait content de vous parler face à face. Et essentiellement, il y a trois menaces existentielles à nos services municipaux en termes d'infrastructure. Et je vais être clair. En termes de gestion des actifs, on parle de comment ça affecte l'infrastructure. C'est pas la portée totale des services, mais ils vieillissent. On cherche un nouveau développement. On essaie de supporter un système de logement et les besoins qui évoluent dans les communautés. Alors, il y a comme une menace à trois fronts face à l'infrastructure et on adresse le tout avec des processus de gestion d'actifs classiques qui est regarder à quel service fournissons-nous, à quel niveau on fournit ces services et quels sont les risques à ces services et quel est le coût de maintenir ces services. C'est une fondation simple à un processus complexe. Ceci aussi, je ne vais pas trop plonger en détail parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vu la semaine passée, mais ceci se regarde à un processus de gestion d'actifs. Comment on fait le lien en haut, à haut niveau, les stratégies, c'est des choses comme quel type de communauté veut-on vivre dedans dans 50 ans. Et ça passe à travers de tous ces différents niveaux jusqu'aux opérations sur Terre, dans les projets capitaux, l'opération, l'entretien, les infrastructures existantes et leur entretien. Alors, dans le monde de gestion d'actifs idéal, toutes ceci sont alignés pour que vous faites des travaux notateurs pour renforcer les communautés que vous aimeriez vivre dedans. Vous pouvez voir à droite qu'il y a tous ces types d'actions où l'équité et le climat nourrissent le processus. Et la raison que j'ai mis ceci, c'est que je voulais vraiment renforcer le fait que considérer le climat, c'est pas une chose qui est juste là à côté dans la gestion des services et des actifs. C'est au centre, ces pivotales sont intégrés dans ces processus. Dans l'âge moderne, on ne peut pas faire ces choses sans considérer les questions climatiques. C'est toutes les décisions sur le trajet. Il y a pas de place qu'on va pas voir des actions climatiques. Équité, ils sont intégrés directement dans le processus. Et si on aborde comment le climat se relie aux services municipaux, j'avais pas l'intention que ce mess chaotique serait une indication de toutes les manières que les services et le climat et les choses que vous gérez dans les municipalités se lient les uns aux autres. C'est censé vous indiquer que toutes ces choses se chevauchent les uns aux autres. Originalement, j'ai essayé de le commencer comme un diagramme Venn et il y avait juste trop de chevauchement. Le point ici, c'est que de façon historique, et lorsque je dis historique, je parle des dernières 100 ans, on a vraiment regardé à beaucoup de ces choses comme étant des silos séparés et vous donnant une auto-réflexion. C'est choquant comme que nous, les ingénieurs, on avait de l'interaction avec les planificateurs, avec les projets d'infrastructure. Et c'est fou d'y penser que maintenant qu'on essaie de faire ça de manière améliorée. Le point, c'est que je pense à la gestion des actifs, mais il y a toutes sortes d'autres choses qui impactent
avec ainsi que la résilience climatique. Et ce programme, c'est vraiment pour soutenir comment vous pouvez commencer à songer à intégrer ces choses ensemble. Ah oui, OK. Ce que vous allez voir maintenant, c'est que les nuages rouges vous démontrent où les financements on fait la promotion de financement au niveau fédéral et même au niveau provincial aussi. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de zones là-dedans qui ne sont pas couvertes par les subventions. Un que je vais mentionner avec le LLCA, c'est la planification des urgences n'est pas financée avec ces voies d'adaptation en action, parce que l'idée, c'est que on ait des choses adaptatives pour qu'on n'ait pas besoin de planification d'urgence. Mais, comme une énoncé qu'on a fait tantôt, on n'a pas assez d'argent pour tout faire. On a quand même besoin de penser à la planification d'urgence parce que si on n'y considère pas dans les plans d'adaptation face aux choses qu'on peut pas faire ainsi que les choses qu'on peut faire qui vont être reliées aux adaptations en action, vous allez avoir des lacunes dans votre réponse communautaire au climat. Ce que je vais parler pour le restant du temps, c'est comment peut-on regarder particulièrement à la résilience climatique ici pour soutenir les autres efforts qui se passent. Parce qu'il y a définitivement un chevauchement ici. Avant de plonger là-dedans, les municipalités, je veux juste illustrer, les municipalités existent pour fournir des services, les services requièrent des actifs, et le changement climatique augmente la menace aux actifs. Ça, c'est du perspective de gestion d'actifs. Tout ce que vous avez besoin de penser, c'est euh, d'incorporer la résilience climatique avec la gestion des actifs. Encore une fois, puisqu'on a un temps limité, je ne vais pas passer à travers de tous ces points en détail, mais dans les plans et processus de préparation, voici des choses que vous allez voir étant applicables dans ce projet. Les choses que j'ai mis en relief ici, et c'est où il y a un chevauchement directement avec les activités d'adaptation. Et la raison que je montre ceci, c'est pour vous montrer que même si la gestion des actifs, si le financement est terminé avec le programme de MAP, il existe toujours des manières d'intégrer vos plans de préparation d'adaptation climatique et vos processus en intégrant les activités de gestion d'actifs et les principales qui l'entourent en termes de gérer votre infrastructure. Non seulement sont-ils pas exclus, ni un ni l'autre fonctionne sans l'autre. Similairement, c'est une autre série de choses. Lorsque vous regardez ceci, c'est pas toute la gestion des actifs. Il y a définitivement des choses ici qui se trouvent en dehors de la portée de la gestion des actifs, mais il y a des éléments de la planification des actifs qui se trouvent dans les plans de préparation et les processus pour la préparation climatique. Et que fait-on avec le tout? Je vais sauter ceci parce que Agathe l'a déjà touché, ainsi que la réconciliation. Alors, où commencer? Ce que je suggérais, c'est qu'on a travaillé avec beaucoup de communautés dans le programme MAP, aligner les priorités avec les applications. Commencez pas en disant que voici mon plan de préparation d'adaptation climatique et le processus, que devrais-je faire à partir d'ici? Commencez en disant quelles sont vos priorités communautaires. Pensez aux choses, quels sont les problèmes que si vous les aurez résolus, rendraient vos vies plus faciles, donnerait plus de confiance aux municipalités face à leur approche et vraiment faire cette liste en premier parce que avec cette liste générale, vous regardez l'intersection de ces priorités communautaires avec les impacts climatiques parce que je vous garantis, il y a une intersection. Et s'il n'y en a pas, vous y songez pas assez profondément. Parce que tous les aspects de planification municipale, tout de suite, il y a un impact climatique. Utilisez le réseau de support robuste, FCM, Climat-Atlantique, AIM, etc. Les gens ici à Climat-Atlantique ont fait un excellent travail à réseauter avec les organisations non lucratives, les diverses organisations pour qu'on puisse mieux comprendre les actifs qui existent et les menaces à venir. Alors, nous avons on est interreliés. On peut appeler AIM ou Climat Atlantique. Si on n'a pas la réponse, on peut vous aider à connecter avec le bon réseau de support, les organisations à but non lucratif, NBEN. Il y a vraiment un écosystème très développé de gens qui peuvent vous aider sans coût. Alors certainement, contactez-nous comme les premiers appels. Présentez-vous aux conférences, la formation.
des congrès, notre congrès qui est à venir dans quelques semaines, où on va parler de beaucoup de ces défis dans nos présentations et ensuite parler aux autres municipalités. Personne connaît vos défis plus que vous ou plus que les autres gens qui affrontent les mêmes défis. Alors vraiment, essayez d'élargir vos perspectives, parler aux autres municipalités et tout de suite, on se retrouve dans un endroit où il y a des bonnes opportunités de financement. C'est pas une question de si on peut agir sur quelque chose, c'est plus une question de qu'est-ce qu'on devrait se concentrer dessus. Et ces plans de préparation est fait pour faire ceci. Alors, comme on va sortir dans les salles de rencontre, je vous encouragerais de réfléchir un peu face à quelles sont vos priorités communautaires et si c'est un peu embrouillé face à comment ça peut s'attacher à ce processus parce que c'est une question. On a toutes des petites communautés ici. C'est toute une application par communauté. La majorité, de toute façon. Alors, essentiellement, vous allez avoir un attentat à vos plans de préparation en allant vers un projet capital. Et moi, j'étais à beaucoup de communautés au Canada Atlantique. Il y a beaucoup plus qu'un projet qui est requis. Alors, c'est une bonne opportunité de vraiment songer sur où vous allez attribuer vos efforts de planification pour que vous en tirez part au maximum des financements disponibles pour rendre le meilleur bénéfice à votre communauté. J'ai des questions dans la diapo, mais on va les faire dans les salles de discussion. Et le code QR, c'est juste répéter les choses que j'ai mis à côté. Alors, vous n'avez pas à l'utiliser. De retour à toi, Trevor. Excellent. En termes, comme Matt a dit, les salles de rencontre, c'est plus pour, disons que vous avez une idée et vous voulez l'explorer avec soit Jen ou Matt. Maintenant, nous allons prendre des questions immédiates que vous auriez peut-être. Alors, juste à regarder la boîte ici. Alors, merci pour la perspective réaliste et nous rassembler tous sur la même page par rapport à qu'est-ce que ce financement peut faire et comment ça peut adresser les priorités communautaires. Merci. Merci pour les informations utiles. Bon, avec ça, je vais demander une question avant de passer aux salles de rencontre. Et je sais que dans ta présentation, Janet a mentionné comité directeur. A-t-on besoin de comité du conseil, comme tu as mentionné, comité directeur? Est-ce que c'est des gens internes autour de la table? Est-ce que c'est externe? Est-ce que ça doit être même des gens qui sont autour de la table? C'est quoi vos astuces face au comité directeur et peut-être un suivi de maths là-dessus aussi? Comment peut-on intégrer les gens de gestion des actifs aussi autour de la table? En général, j'ai mentionné parce que c'est le processus qu'on entreprend pour la création des plans d'adaptation au Nouveau-Brunswick. En général, un comité directeur va inclure à la fois l'interne et l'externe des gens pour s'assurer que vous avez un perspective avec une grande portée de tous les défis et qu'on amène des différentes voix à la table. Un bon comité directeur, généralement, ont moins que 10 membres, mais peut-être 5 à 10. Mais on veut des personnels clés, les membres de personnel clés. Ça peut être au-delà de 10 aussi, dépendamment de qui vous voulez intégrer. Mais généralement, il y a des membres clés du conseil de personnel, ainsi que des gens de l'externe provenant peut-être des organisations à but non lucratif, du côté de gestion des actifs peut-être, à l'addition du personnel principal de gestion des actifs. Ça pourrait être un gérant externe d'un actif clé. Par exemple, la ville de Romoncto, au Nouveau-Brunswick, se trouve directement à côté de la base militaire Gagetown. Alors, eux, ils ont fait rentrer un gestionnaire d'actifs de la base militaire. Alors, s'il y a des infrastructures clés, actifs clés dans la communauté, vous pouvez avoir quelqu'un provenant de ce personnel qui peut faire partie de votre comité directeur pour amener ce perspective. Certainement, les communautés autochtones qui se trouvent dans vos frontières municipales ou régionales devraient aussi faire partie du processus.
Bien dit, Jenna. Je pense que tu as fait un excellent résumé et je vais juste ajouter un peu à ça en regardant du côté de la gestion des actifs parce qu'on aimerait vraiment avoir des comités directeurs de gestion des actifs et comme on travaille à cette subdivision euh, effondrer les silos et changer la manière dont on travaille, c'est vraiment un danger qu'on affronte. Tu sais, la fatigue des rencontres, et les gens se cannent des communautés dans lesquelles ils doivent participer. Alors, à la fois, dans un réseau, je vais juste mentionner ceci comme une question interne. Moi, j'amène ceci à notre conseil, dans notre rencontre de planification stratégique. On ne devrait pas aborder des projets qui sont seulement la gestion des actifs en isolation. On devrait toujours travailler en collaboration avec des gens d'équité ou des solutions fondationnelles nature. C'est quelque chose non seulement pour les municipalités, mais pour nous comme organisation aussi. Mais ce qu'on trouve, ce qu'on a découvert qui fonctionne, comme on sort et on essaie d'effectuer ce travail au cours des dernières années, c'est que vous n'avez pas besoin de formaliser le tout. Ce qui est important, c'est que vous ayez un bon groupe de gestionnaires d'actifs qui se concentrent sur la gestion des infrastructures et la livraison des services. Vous avez un comité dédié à l'adaptation climatique qui a beaucoup d'autres choses autres que l'infrastructure. C'est la planification des urgences, comité consultatif, l'engagement, l'embauchement, le personnel. Mais les gens sur ce comité directeur devraient connaître les gestionnaires d'actifs et vice-versa. Ça va avec les gens de réponse, en mesure de réponse d'urgence régionale. Et comme vous faites ceci, vous savez que vous devez à qui appeler. Et j'ai trouvé ça comme étant DG pour notre organisation. Ce que je trouve le plus important, c'est que je sais qui appeler lorsqu'une question arrive. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question. Je peux approcher différents groupes pour différentes questions, comme Transcoastal pour des questions littorales. Alors, il y a beaucoup de réseautage et de renforcement des relations qui peut-être est étrange pour certains de notre culture de planification, mais c'est très important pour nous de vraiment commencer à réfléchir, à travailler différemment, plus selon des approches collaboratives, des renforcements de relations, etc. Nous avons une question de ce père pour Matt. Un vrai défi dans plusieurs communautés, c'est une lacune de données. Comment peut-on prioriser des actions adaptives quand on a une manque de données compréhensibles sur nos actifs, l'infrastructure, leurs conditions ou leur emplacement? Quand j'ai vu données, j'ai dit appel point mathématique, mais ça ne parle pas de données climatiques. On parle des données des actifs. Particulièrement, si vous êtes une petite communauté, il y a des manières, comment devrais-je dire? Nous, on a toujours approché les choses en travaillant avec les petites communautés, avec une approche en entonnoir. On peut travailler avec le règle 80-20, savoir que avoir des informations sur 20% de ce qu'on a peut vous donner 80% de votre planification. Sans trop aborder les détails, je dirais que si vous êtes dans cette situation où vous vous disiez, je veux aborder ceci, mais j'ai pas d'informations sur toutes mes infrastructures, vous n'avez pas fait ça à travers du programme MAP, contactez-nous et on va vous aider à regarder comment stratégiser, comment accéder les sources de financement pour que ce soit important et représentatif pour votre communauté et cherche à adresser les bons scénarios. Parce que comme une petite communauté, vous pouvez certainement faire ceci sous ces voies de financement. Vous aurez peut-être vu des évaluations de conditions avec le CRPP. Ça marche moins bien si vous êtes Moncton-Fredericton, mais généralement, eux, ils ont ces informations. Mais certainement, contactez-nous et on va vous aider à évaluer des financements stratégiques et vous aider à vous connecter avec ces tiers parties qui peuvent vous aider à vous rendre où vous devez être.